Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Et on s'en va rejoindre en deuxième période le chum Alex Tanguay. Puis je te laisse commencer avec Tanger. Vas-y, t'es bon là-dessus. Bonjour Alex, comment vas-tu? Ah, il n'est pas là encore. Allô Alex. Je me préparais. Ah, OK, là t'es prêt. J'ai hâte de le voir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, Tanger. La vedette, ça? Honnêtement, je n'y ai pas parlé depuis notre temps à Montréal. Sérieux? Ah oui, je te le dis. Hey, gars, vedette. Hey, gars. Ah, tabarouette! Les vedettes! Gars, vedette. Comment ça va? Ça va bien, toi, mon homme de Lugano qui a Moi, fait c'est Maxime. Ouais, toi, mon homme. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé, puis je suis content que tu viennes à la Poche Bleue à soir. Moi aussi, je suis bien content de voir les boys. Yes. Hey, Guy. Là, sais-tu pas si t'es en Floride, là, ta casquette Titleist, là, tu voulais nous écœurer, nous autres, parce qu'aujourd'hui, il faisait pas beau, toi, il doit faire du gros soleil, là. Ouais, en Floride, il fait un peu trop beau à ce temps-ci de l'année. C'est un peu chaud pour golfer, mais non, je suis dans les arénas par les temps qui courent avec mes enfants. Ils ont les try-outs ici pour la prochaine année de hockey. Fait qu'on est un peu là-dedans présentement en Floride. Ben, Comment ça se passe, justement, Alex, pour vous autres, avec le confinement et tout ça? Êtes-vous stressé avec le virus ou? Ben, je te dirais oui puis non, parce que bien honnêtement, Max, tu sais, on a été à peu près confinés pendant un mois. Tu sais, là, vraiment, là, on était à la maison, puis les règles. Puis après ça, ben, la Floride, qui est un État un petit peu plus républicain en Floride, puis on sait que les choses sont politisées beaucoup présentement aux États-Unis, nous a permis l'État, le CDC, les gouvernements locaux nous ont permis de réouvrir les terrains de golf, de réouvrir les arénas, de réouvrir les restaurants quand même assez rapidement. Fait que je te dirais que pour le 4 à 6 semaines qu'on était à la maison, c'était un petit peu comme le reste du pays vivait. Mais présentement, pour les derniers mois, oui, on parle qu'il y a beaucoup de cas. La plupart des cas, tu sais, dans les journaux, il ne faut pas que tu crois tout ce qu'ils disent parce que j'ai l'impression que présentement, tu sais, si tu regardes Fox et si tu regardes CNN, ben c'est même pas dans le même monde. Fait que, mais bien honnêtement, ça fait 2 mois et quelques j'ai une école de hockey ici avec des enfants. On a une 60aine d'enfants sur la glace. On n'a pas d'enfants, pas de parents qui ont eu de cas. Ceux qui l'ont eu, ben probablement que ça a été asymptomatique puis ça ne s'est pas propagandé. Fait qu'on essaie de faire notre possible. Les masques sont en place, les restaurants sont rouverts avec beaucoup de distanciation. Mais non, pour l'instant, là, on est chanceux là-dedans que ça va quand même assez bien. Fait que si tu fais ton école de hockey, Tanger, en Floride, si tu as besoin d'un coach, je peux y aller. Tu m'appelleras. OK, ben... Je peux y aller. Oui, mais en Floride... Tu vas montrer quoi, toi, Guy? C'est moins plaisant de venir en Floride à ce temps-ci de l'année, les boys, que ça l'est durant l'hiver. Bon, c'est pas grave, Alex, pour te voir. Mais hey, justement, j'ai une question là-dessus parce que tu fais des écoles de hockey, tu es impliqué, on le sait, tu es assistant coach de la Ligue américaine, on va en parler un peu plus tard. Mais Hockey Québec est souvent critiqué ici. Puis la question qui me vient, parce que tu es impliqué puis tu vois tes jeunes grandir dans le hockey en Floride, c'est quoi qu'est-ce que tu dirais le niveau de hockey puis qu'est-ce qui devrait être changé ou adapté en Floride? Bien, écoute, le plus gros problème, Guillaume, en Floride, c'est probablement le nombre d'athlètes que tu as comparativement au Québec. Tu sais, le mois de septembre arrive ou je ne sais pas quand sont les try-outs ou les camps d'entraînement au Québec, mettons au mois d'août. Bien, quand il arrive le temps au mois d'août de faire une équipe Atome ou Pee-Wee ou tu sais, on va parler comme père typique de joueur de hockey, mettons une équipe de 2010. Bon, mais pour faire une équipe de 2010, ben, tu sais, tu vas probablement avoir... moi, je suis originaire de la Beauce. En Beauce, on aurait probablement 100 petits gars qui viennent pour faire le camp d'entraînement puis essayer de faire l'équipe. Bon, bien, ici, en Floride, tu sais, je te dirais que, dépendamment des programmes, tu peux avoir 20, 25, 30 petits gars. Donc, dépendamment de l'âge que ces petits gars-là ont commencé, bien, c'est ce qui affecte le niveau un peu. Je te dirais que mon plus vieux, qui est j'étais un bon père de hockey, hein? Mon 2010. Samuel, mon plus vieux, c'était un 2010. J'ai été chanceux parce que quand on est déménagé ici, l'entraîneur qui était comme en charge de ce groupe-là, il venait de quitter un emploi dans la NCAA à Princeton. Puis un jeune de même âge que mon fils. Fait que lui, il avait déjà bâti avec plusieurs bons jeunes. Fait que ce groupe-là, il est quand même assez bon. Pour mon plus jeune, ça a été un petit peu plus difficile. On commence à trouver des meilleurs athlètes, des meilleurs prospects. Mais je te dirais que là, pour l'équipe de mon plus vieux, là, comme l'an prochain, ils vont probablement
La plupart des joueurs qui sont avec lui sont des 2009. Fait que probablement l'an prochain, ça va être une année comme pour aller au tournoi Pee-Wee de Québec pour eux autres. Je te dirais que je ne sais pas comment ça marche exactement au Québec. Là. Dans le temps, c'était du 2A. Maintenant, je pense que c'est du 3. Mais je pense que pour maintenant, là, ça serait une bonne équipe de 3 là, qu'on a au Québec. Okay. Alex, je vais revenir en arrière un peu où on s'est rencontrés toute la gang. Quand tu es arrivé avec le Canadien de Montréal, je me rappelle, je parlais à Guillaume, j'étais nerveux, j'ai dit il y a un superstar avec le numéro 40 qui s'en vient, c'est mon numéro. Puis là, j'ai dit c'est la seule chance dans la vie pour un gars de 4e trio d'avoir une Rolex. J'ai dit il va m'offrir une Rolex, il va prendre mon numéro. On se parlait, Guillaume était là, ben non, il va t'offrir ça que t'as pas. Puis finalement, il est cheap, j'ai gardé le numéro 40. J'étais gêné, tu te rappelles-tu de ça? J'étais allé te voir, j'ai dit Alex, tu veux-tu mon numéro? Hey, on va reculer ça un peu, mon Max. Non, pour ceux qui ne connaissaient pas Max et Guillaume, moi, j'appellerais pas ça être arrogant, mais j'appellerais ça avoir une certaine confiance en soi-même. Puis là, ce que je suis arrivé avec le Canadien, tout ce que j'attendais pour t'offrir une belle montre, mon Max, c'est que tu m'appelles et que tu me dises... Parce que, tu sais, je suis quand même réservé, fait que je voulais pas m'imposer sur une nouvelle équipe. Tout ce que j'attendais, c'est que Max me dise « Hey, Alex, t'aimerais-tu savoir le 40? » Et puis, dans ce temps-là, ben, j'avais une bonne chèque de paye. Fait que probablement que mon Max, tu pourrais me regarder comme ça, là, puis me faire un signe de montre ce soir. Non, puis... j'ai ma montre Polar, là. Je la porte au gym, puis tout va bien. Hey, non, on a eu du fun à Montréal hein, cette année-là avec tous les Québécois. On avait un groupe tissé serré, puis tu en as vécu, toi, des moments dans ta carrière. Tu as joué avec des légendes, tu as joué avec les Higgins-là, tu as joué avec les Sakic, les Latendresse. Non, excusez, je me suis trompé de nom. Les Bourques. Hey, mais Thunder, t'as-tu parlé de notre départ canon à Montréal? Comment on était bon voilà. ensemble? Je veux l'entendre. J'en ai pas. L'autre fois, j'ai montré le but que j'ai marqué sur Marc Denis. Je me suis fait écœurer là-dessus. Fait que vas-y, j'en parle même pas. Écoute, en début de saison, quand je suis arrivé avec les Canadiens de Montréal, ben Chris Higgins était supposé d'être comme... Le plan en début de saison, c'était que Chris Higgins joue avec moi et Saku Koivu. Et puis Chris Higgins, si je ne me trompe pas, il avait une blessure au poignet ou je ne me souviens plus exactement où était sa blessure. Et puis, on avait ajouté du poids à notre aile gauche. Et puis, bien honnêtement, tu sais, Guillaume était un excellent fit pour jouer avec moi puis Sakou. On avait eu un départ, si tu te souviens, Guillaume, si je ne me trompe pas, on avait comme une quinzaine de points de fête à nos 10, 11, 12 premiers matchs avec les Canadiens. Fait que, tu sais, c'est comme un Québécois qui arrive à Montréal, qui a la chance de jouer avec des bons joueurs, parce qu'elle veut pas Sakou dans ce temps-là. Tu sais, c'est un excellent joueur. Puis Guillaume, ben, c'est un joueur qui s'établissait dans la Ligue nationale. Puis on a eu du succès. Malheureusement, il y a eu des blessures, il y a eu des changements de trio, il y a eu plein de choses qui se sont passées que l'année à Montréal, d'un côté, du point de vue personnel, les boys n'ont pas fonctionné. Tu sais, même en séries éliminatoires, je suis revenu après ma blessure d'épaule et puis je me souviens, le docteur m'avait dit « T'es mieux de faire attention parce que tu retournes au jeu. » Puis un peu tôt, puis juste avant les séries éliminatoires, je m'étais fait blesser. Ça a été pour moi, les boys, probablement un point là, cette année-là, puis l'année Tampa Bay dans ma carrière qui ont été durs. Ça m'a fait, je te dirais que ça m'a pas fait mal à l'orgueil, mais ça m'a fait mal à l'orgueil. Un peu un Canadien que, tu sais, avoir été un joueur établi, je m'en venais, j'étais un Québécois, j'étais prêt à me mettre dans le marché de Montréal, de mettre dans, tu sais, parce que veux pas, tu vas magasiner ou tu vas faire ton épicerie à l'Île des Sœurs ou à Brossard, ben les Québécois te connaissent, tu n'es pas dans l'anonymat comme tu peux l'être dans certaines villes aux États-Unis. Fait que tu te mets un peu dans le spotlight, puis de ne pas avoir été reconnu pour le début de saison que j'avais eu ou le joueur que j'étais capable d'être, ça m'a comme fait mal un petit peu au cœur. Mais même si tu n'as pas eu la saison que peut-être tu espérais ou que les attentes, réussis-tu à placer le Canadien dans tes belles années ou dans tes belles expériences de hockey? Bien, absolument. Parce que n'importe quand, les boys, vous le savez comme moi, vous avez joué à Montréal. Tu arrives à l'Arena au Centre Bell un lundi soir, tu joues contre les Hurricanes de la Caroline qui ne sont pas vraiment une équipe, tu sais, dans le temps qui était... il y avait du sex appeal, comme on peut dire, pour les fans de venir voir. Tu rentres sur la glace à Montréal, puis tu sais, veux pas, tu as des frissons. C'est l'atmosphère, c'est un spectacle, c'est vraiment un happening que les gens viennent voir. Et puis, vraiment, là, pour n'importe quel jeune hockeyeur
aux joueurs de hockey de peu importe où dans le monde de jouer aux Canadiens. Le premier match des séries éliminatoires, écoute, malheureusement, quand on est revenu à Montréal, j'étais blessé, mais je suis juste allé sur le bord du banc quand l'équipe est allée sur la patinoire, juste pour entendre le son, pour vivre cette atmosphère-là. Écoute, c'est un rêve. Même si j'étais un fan des Nordiques en grandissant, que ça m'a fait un pincement au cœur de mettre le chandail du Canadien, mais même à ça, de jouer au Québec, c'est vraiment là, c'est un rêve d'enfance. Est-ce que tu penses que ça aurait été différent d'avoir joué à Montréal à un jeune âge, sans expérience? Bien, dépendamment, Max, regarder au travers de ma carrière qu'est-ce que s'est passé, vraiment, les impacts qu'ils ont sur ta carrière, c'est non seulement la place où tu joues en début de carrière, parce que veux pas, à Montréal, il y a des beaux à côté en dehors du hockey et des choses comme ça, mais le groupe que tu as et la situation dans laquelle tu es. Puis pour moi, d'avoir été au Colorado, ça a été une expérience absolument fantastique parce que avant d'arriver là, l'équipe se bataillait, avait gagné une Coupe Stanley, se bataillait année après année pour des Coupes Stanley. Quand je suis arrivé là, on savait qu'on se bataillait pour une Coupe Stanley. Ma première date limite des échanges, on est allé chercher Raymond Bourque. Ma deuxième date limite des échanges, on est allé chercher Rob Blake. Puis là, tu parles qu'on avait Roy, on avait Forsberg, on avait Sakic. Fait que, tu sais, l'atmosphère a été pour moi, j'aurais pas pu choisir une meilleure ville ou un meilleur endroit parce que je suis allé dans une situation qui m'a permis de toucher à la Coupe Stanley en début de carrière. Fait que, puis Denver, tu sais, vous connaissez la ville, les gars, un peu. Denver, c'est une ville qui est jeune, qui est fantastique. Moi, écoute, ma femme voulait se rapprocher de la côte Est. Peut-être que moi, tu sais, j'ai comme grandi. Je suis arrivé là à 18-19 ans à Denver, fait que j'ai comme un peu grandi là. Peut-être que je serai encore là aujourd'hui. Mais non, ça a été, pour moi, là, ça a été une chance de grandir dans cet environnement-là. Y a-t-il une partie de toi qui pensait que tu jouais d'une certaine façon pour les anciens Nordiques ou tu jouais pour l'Avalanche du Colorado? Bien, je jouais pour l'Avalanche du Colorado. Puis, tu sais, veux pas, quand ils sont partis la première année qu'ils ont gagné la Coupe Stanley, Max, tu sais, j'étais un fan. Joe Sakic, c'était mon idole. Il y avait Peter Stastny, Michel Goulet, Joe Sakic. Tu sais, tous ces joueurs-là, c'était mes idoles. Fait que quand je suis arrivé au Colorado, tu sais, d'embarquer dans la chambre, mon premier camp d'entraînement, je suis arrivé dans la chambre, puis mon co-chambreur, parce que dans ce temps-là, il y avait des co-chambreurs, c'était Joe Sakic. Fait que, tu sais, je peux vous dire, les boys, que, tu sais, j'ai pas touché à la manette de la télévision cette semaine-là, tu sais. J'étais comme gêné, puis, tu sais, c'était un penchant. Puis, mais je me suis pas, tu sais, senti comme si c'était pour les Nordiques, jusqu'à ce qu'on revienne. Puis, l'année me trompe peut-être, mais je pense en 2003, on est venu jouer un match d'exhibition à Québec avec l'Avalanche du Colorado. Et puis, quand on est embarqué sur la glace, Adam Foote, Joe Sakic et Peter Forsberg, qui étaient encore les trois représentants qui avaient joué pour les Nordiques, étaient embarqués en début de match avec leur chandail des Nordiques. Et puis ça, vraiment, là, pour moi, ça avait été comme, ouais, c'est vrai, là, tu sais, on est là. Puis ces gars-là, c'était mes idoles ou c'était les personnes que je regardais quand j'étais jeune. Fait que ça a comme fait... Ça a comme été ma période nordique, si on veut, avec l'Avalanche. Mais là, Joe Sakic, comme roommate, on a toujours l'image du gars parfait qui n'a jamais fait une erreur dans sa vie. Il était comment? Il était-tu ouvert? Il était-tu fermé, tranquille? C'était quel genre de gars? Eh bien, écoute, c'est un gars qui a une belle personnalité. Il parle à tout le monde. Joe, il aime ça, lancer des flèches un petit peu à gauche et à droite. Fait que quand tu avais un mauvais match ou quand il y avait des choses qui pouvaient t'attaquer, ben il t'attaquait sans hésiter. Fait que il y a une personnalité le fun comme ça. Et puis, le premier camp d'entraînement, je ne l'ai pas vraiment si connu que ça parce que l'équipe, on faisait notre camp d'entraînement à Colorado Springs dans ce temps-là. Et puis, pour les plus jeunes, ben tu vas à la pratique, puis tu manges, puis tu relaxes pour essayer de te préparer, puis essayer de faire une bonne impression à l'équipe. Pour les plus vieux, ben c'était on peut-tu se dépêcher? Tu sais, un coup que notre travail est fait, on peut-tu se dépêcher parce qu'on a un départ à 2 heures à un terrain de golf dans les alentours. Fait que j'ai pas vu Joe beaucoup dans ces périodes-là. Mais écoute, ça a été pour moi là, une expérience incroyable. Ma première année, les boys, vous le savez probablement, tu sais, j'étais allé à l'équipe me chercher une pension, j'avais 19 ans, puis j'étais un peu pas sûr. Puis Patrick m'a dit, ben viens rester chez nous, tu sais, ça va nous faire plaisir. Fait que tu vas rester avec Patrick au match des étoiles, à la date limite des transactions. Raymond Bourque s'en vient avec nous.
Fait que, tu sais, le soir, je m'en allais au hockey, puis c'était moi le chauffeur pour Patrick puis Raymond parce que leurs femmes venaient les rejoindre plus tard en auto, puis ils voulaient repartir avec leurs femmes. Fait que je peux vous dire que, tu sais, en tant que Québécois qui grandit, que tu t'en vas à l'aréna en séries éliminatoires avec Raymond Bourque et Patrick Roy, t'es mieux de pas faire un accident parce que pour moi, ça va. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas si c'est une meilleure histoire que ça. Je sais pas si c'est une meilleure histoire que conduire Patrick Roy et Raymond Bourque. C'est incroyable. Tu devais la repasser en tabarouette, ta chemise. C'est qui était assis en avant? C'est Patrick parce qu'il habitait avec toi? Ou... Oui, Patrick était le premier parce qu'on partait ensemble. Puis Raymond, ben, il était après. Mais tu sais, c'était pratiquement... J'avais quasiment envie de sortir de l'auto pour dire, tiens, Raymond, prends le volant, puis moi, je vais m'assurer dans la valise ou peu importe, tu sais. mais c'est drôle parce que, tu sais, t'arrives, puis Raymond, pour moi, tu sais, j'ai grandi dans cette génération-là, que Raymond, les années 90, c'était une super vedette, tu sais, c'était un des 3, 4, 5 meilleurs joueurs de la Ligue nationale, puis tu as la chance de le côtoyer, puis ben honnêtement, tu sais, il était plus proche en âge de mes parents, puis moi, j'étais plus proche de son fils en âge que peu importe, mais c'était une chance, écoute, c'était une chance incroyable. Puis je peux te dire, de gagner ensemble. C'est ça, gagner ensemble avec eux autres, ça a été... T'as compté 2 buts à Game 7, dont le but gagnant. T'as aidé Raymond Bourque à gagner une coupe, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça. J'ai des amis de Boston que... Fait qu'en revenant, c'est Raymond qui conduisait, puis Tanger est en arrière avec le champagne. Non, écoutez, là, j'ai une histoire pour vous autres. Assisez-vous, j'ai une histoire pour vous autres. Fait que, là, environ 3 ans, 2 ou 3 ans, quand les Flames puis les Bruins sont allés jouer un match en Chine, 2 matchs d'exhibition en Chine. Je travaillais à NHL Network, puis la NHL Network me demande d'aller faire une présentation en Chine de la Ligue nationale pour comment développer le hockey chinois. Fait que, tu sais, j'ai fait de la recherche sur l'ADM canadien, l'ADM américain, le suédois, le russe, pour voir, tu sais, quelle présentation qu'on pouvait faire. Fait qu'avec différents entraîneurs, on est allé là-bas pour vraiment faire une présentation. Fait qu'on était un soir à Hong Kong, on était à l'ambassade, pas à l'ambassade à Hong Kong, on était à une réception qui est faite par l'ambassade à un top floor d'une des banques à Hong Kong. Écoute, c'est spectaculaire. Puis Phil Pritchard, le gars qui s'occupe de la Coupe Stanley, est là avec la Coupe Stanley. Fait qu'on commence à parler, puis là, il commence à nous dire, puis, tu sais, on a toutes des mémoires de ce qui s'est passé le soir après avoir gagné la Coupe Stanley en 2001, puis tu sais, les parties, puis qu'est-ce qui est arrivé, puis les choses comme ça. Mais quand on a fini le match, on est allé dans un restaurant. La Coupe Stanley était là pour pas très longtemps. Tout d'un coup, la Coupe Stanley est disparue. Puis, tu sais, on était une gang de gars qu'on s'est retrouvés à différents endroits au cours de la soirée. Sean Podine, qui avait encore son équipement, peut-être à 5 heures du matin, les patins inclus. Puis là, en Chine, Phil Pritchard, il nous raconte que la soirée de la Coupe Stanley, qu'ils ont pris l'avion avec Raymond, puis que Raymond, il est allé à Boston avec la Coupe Stanley, puis il a réveillé tous ses voisins à comme 4-5 heures du matin. Pour célébrer avec ses voisins de Boston. La soirée que j'ai gagné la Coupe Stanley, je peux vous dire que la Coupe Stanley n'était pas à Denver, elle était allée à Boston. Puis ça, je l'ai su il y a 3 ans à Hong Kong, de toutes les places. Ben non! Voyons donc! Ouais. Il a amené la coupe, il s'en vante pas, lui! Ouais, Raymond, il avait un avion prêt, il a emporté la coupe chez eux avec ses amis à Boston. Puis la Coupe Stanley est revenue le lundi matin quand ça a été le temps de faire le défi. Ben, ça n'a pas de ça n'a pas de sens, ça. Ça n'a pas d'allure, ça. Fait que là, vous autres, pendant ce temps-là, vous avez fait des parties, sûrement, tu sais, comme les gars de Pittsburgh. Nous autres, Coupe Stanley, pas Coupe Stanley, on l'avait gagné. Puis, tu sais, ben honnêtement, tu sais, peut-être que j'étais naïf un peu, mais à 21 ans. Je pensais la regagner. Fait que, tu sais, je pensais de la regagner. Puis, pas juste ça, tu sais, j'étais comme, c'est pas à mon tour d'avoir la Coupe Stanley. Là, tu sais, la Coupe Stanley mérite d'aller chez Pierre Lacroix ou chez Patrick ou chez Joe ou chez, tu sais, peu importe. Fait que j'étais comme, j'ai comme pas fait porter attention à ça. Peut-être que je sais que Dave Reed, certains d'autres joueurs le savaient que la Coupe Stanley avait parti de l'endroit de Denver. Mais pour moi, je l'ai su là, il y a une couple d'années que la Coupe Stanley n'était pas là jusqu'au lundi matin, la journée du défilé. Puis justement, le défilé, t'en parles, là, c'est quoi l'expérience de ça? Ça doit être assez incroyable. À Denver, c'était-tu bien plein? C'était-tu sold out? C'était des frissons. Écoute, Denver a été choyé dans ces années-là parce qu'en 96, l'Avalanche a gagné, puis ce qui était le premier championnat d'un des sports majeurs aux États-Unis. Puis après ça, en 97-98, c'est les Broncos qui avaient gagné.
Fait que, tu sais, ça avait été John Elway, puis Terrell Davis, puis cette gang-là qui avait comme emporté la ville comme en frénésie. Puis l'année, en 2001, ben, ça a été le tour de l'Avalanche encore de gagner. Puis on paradait sur la 17e rue à Denver. Puis, tu sais, ça donne un sentiment, là, c'est comme si les buildings allaient tomber vers nous autres parce que tout le monde est du même côté du building. Il y a des milliers de personnes sur le long de la rue. On est allé au building municipal qui est en face du building d'État à Denver. Et puis, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont là en avant. Écoute, c'est des belles mémoires. Puis, tu sais, tu te fais, pour moi, tu sais, un jeune joueur. Puis, tu sais, on veut pas quand tu grandis, les boys, même si tu arrives dans la Ligue nationale, tu sais, tu regardes, tu as grandi voir ces joueurs-là. Fait que oui, tu sais, des joueurs comme Guillaume Latendresse puis Max, tu sais, les gens vous rencontrent. Puis, tu sais, la première fois, tu sais, ça donne comme un choc parce que lui, il a atteint, tu sais, mon rêve de petit gars. Fait que mais tu développes des liens avec les joueurs. Puis pour moi, ben, on était tous sur des trucks de pompiers. Puis, il laissait emporter notre famille sur le truck de pompiers en arrière. Ouais. Puis, tu étais 2 joueurs en avant qui paradaient. Fait que moi, j'ai paradé avec... C'était moi puis Peter. Puis Peter, ben, tu sais, il avait manqué les 2 dernières séries parce qu'il y avait eu une blessure à la rate. Il n'avait pas été capable de jouer lors des 2 dernières rondes. Mais, écoute, on a eu du fun, moi puis Peter, cette journée-là. On envoyait la main. Le seul problème qu'on a, c'est si jamais... j'ai à passer un autre défilé de la Coupe Stanley, c'est que je vais m'emporter quelque chose pour aller au petit coin parce que quand tu passes 4 heures sur un truck de pompier, vous faites quoi? T'en as sifflé combien, Alex? Avec des breuvages. T'en as sifflé combien? Alex, premièrement, t'en as bu combien? Puis deuxièmement, où t'as fait pipi? On est arrêté à un endroit qu'on est rentré dans un coffee shop parce qu'on n'avait pas le choix. T'as fait la parade de la Coupe Stanley. Arrête, Tanger descend. Hey, tu vois, c'est pour ça qu'on t'appelle la vedette, Tanger. Rien que toi qui peux faire ça. C'est toi la vedette à Montréal, moi, t'as dit. Dans tous les joueurs que tu as joué, Alex, puis c'est rare qu'on a des gars. Tu sais, on a eu Luc Robitaille la semaine passée qui nous parlait des années des Red Wings à Détroit, puis autres. Toi, tu as joué vraiment avec des vedettes aussi, là. C'est qui t'a impressionné le plus? C'est qui le gars? Tu sais, tu parlais de Sakic, mais tu sais, Fosberg, tous ces gars-là, c'est qui le gars qui t'a marqué Guillaume, le plus? Guillaume. Guillaume là, ouais. Non, écoute, j'en ai eu beaucoup de joueurs. Tu sais, tu parles, tu sais, vous êtes dans la même situation que moi. Tu sais, tu joues avec des joueurs que tu regardes et tu es impressionné. Tu sais, tu te dis, waouh, ces gars-là. Écoute, pour moi, de voir ce que Raymond il a fait à 41 ans, 42 ans, qui jouait 27, 28 minutes par match. Puis c'est drôle, tu sais, je le recroise une fois de temps en temps. Tu sais, puis je dis, Moses, Raymond, si tu avais joué une autre année, tu sais, on aurait gagné probablement un autre Coupe Stanley, tu sais, parce qu'il était encore tellement bon. Puis, tu sais, des fois, je le sais que ça le travaille encore de peut-être penser qu'il aurait pu jouer une autre année. Puis, écoute, fait que ça, un gars comme Raymond, c'est spectaculaire. Pour moi, le plus grand joueur que j'ai joué avec, le joueur que si j'avais un match numéro 7 à avoir dans mon équipe, il n'y a pas de doute, c'est Patrick Roy. D'être capable de cette force mentale-là, de trouver une façon de gagner, de trouver une façon de battre l'autre équipe. Écoute, en 2001, tu sais, c'est beau. Là, tout est rose que tu gagnes, mais je me souviens quand on est arrivé à New Jersey, qu'on perdait la série 3-2 en finale, la première période, mais la Coupe Stanley dans le building. Vous le savez comme moi, l'énergie de la foule, c'était sûr que New Jersey allait avoir un gros départ puis allait partir de manière à trouver une façon de nous battre. Ben, écoute, Patrick, cette soirée-là, il avait fait 17. Les lancers étaient 17 contre 4 après la première période. Puis on avait trouvé une manière, Adam Foote, il avait marqué un but juste en dedans de la ligne 1, un slap shot. Puis ça avait été la fin de la série, vraiment, parce que Patrick avait été tellement dominant que ces 2 joueurs-là, vraiment, pour moi, c'est les gars les plus spéciaux. Tu parles de Joe, tu parles de Peter. C'est probablement 2 des meilleurs centres de cette génération-là. Ouais. Mais c'est assez fucké de dire pareil, dans cette série-là, t'as d'un bord Patrick, t'as d'autre bord Martin Brodeur. Ah, spectaculaire. C'est fou, tu là. regardes dans la génération qui ont joué, qui n'est pas une génération, tu parles des années 70, des Canadiens de Montréal qui ont gagné, mettons, 7, 8, 9 Coupes Stanley dans une période de temps limitée. Dans les années 90, il n'y a pas eu d'équipes qui ont fait des grandes séries de gagner 3, 4 Coupes Stanley. La dernière, ça a été vraiment les Islanders de New York, les Oilers d'Edmonton, mais
depuis ce temps-là, il n'y en a pas eu. Ben, Patrick a gagné 4 Coupes Stanley, puis Martin Brodeur en a gagné 3. Dans une période de, mettons, 20 ans entre les deux. C'est quand même assez spectaculaire ce que ces deux joueurs-là ont fait. Fait que, pour moi, lui, ça a été le plus grand. Mais, j'ai joué en 2001 avec Joe Sakic. C'est moi puis Milan Hejduk qui jouait avec Joe Sakic. Joe Sakic a gagné le MVP cette année-là. Puis, tu es sur le banc, puis tu le regardes, puis tu te dis, ouais, on est... Moi et Milan, on se regardait en voulant dire, ouais, on est comme un peu chanceux d'être ici, parce qu'elle ne veut pas, tu joues avec le meilleur de l'année. Ouais. Puis en 2003, ben, on a changé de compagnon, on a joué avec Peter. Puis Peter, ben, c'est lui qui a gagné le championnat des compteurs, c'est lui qui a gagné l'MVP cette année-là. Fait que, tu sais, on a comme été chanceux de passer à bonne place au bon moment, de pouvoir côtoyer ces deux joueurs-là. Mais quel ajustement comme joueur, passer de Joe Sakic à Peter Forsberg, faut que tu fasses pour t'ajuster? C'est pas deux gars pareils là, comme joueurs? Non, ben c'est ça. Puis, tu sais, non, tu as raison, Guillaume, parce que bien souvent, tu as besoin de faire des choses différentes pour pouvoir aider tes compagnons de trio. Chaque joueur a leur force, a leur faiblesse, puis il faut que tu essaies tu sais, si tu veux être un joueur qui va jouer sur un de ces trios-là, il faut que tu trouves une manière de les accommoder puis de leur donner de l'espace ou de leur donner des situations où ils vont avoir beaucoup de succès. Pour Joe Sakic, c'est un gars qui est extrêmement rapide. C'est un gars qui sa rapidité faisait en sorte que défensivement, il était toujours bien placé. Fait que Joe, quand on jouait avec Joe, il fallait être responsable défensivement parce que c'est sûr que Bob Hartley allait le mettre contre la meilleure unité de l'autre côté. À chaque fois qu'on était sur la glace, on jouait contre Dallas, c'était Mike Modano. On jouait contre Détroit, c'était Fedorov ou c'était Yzerman. C'était toujours les meilleurs qui étaient sur la glace contre nous autres. Fait qu'il fallait que tu sois prêt. Joe, c'était extrêmement rapide. Il avait tellement un bon lancer, mais dans les coins, c'était des quick give and go. C'était des petits pics ici et là pour lui donner de l'espace, pour le laisser aller. Avec Peter, c'était l'époque qu'il y avait des passes de 2 lignes. Fait que, c'était vraiment, pour moi, comme en sortie de zone, quand je savais qu'il allait avoir la rondelle, ben, j'essayais de donner de l'espace. Parce que Peter, lui, c'était le joueur qui était capable de te battre avec finesse, mais il était aussi capable de passer le bulldozer au travers de toi puis de continuer. Je me souviens, écoute, moi puis Milan, on se regardait sur la glace. Peter avait la rondelle dans le coin, puis là, quand il se mettait à jouer avec, on savait que personne allait être capable d'y enlever. C'est pratiquement, on sortait jusqu'à la ligne bleue pour que, tu sais, notre coup, les gars qui nous couvrent nous comme laissent aller pour dire, bon, ils s'en vont changer ou peu importe. Puis on réattaquait parce qu'on savait que Peter allait être capable de garder cette rondelle-là pendant 10, 15 secondes avant de faire un jeu. Puis spectaculaire. Écoute, c'est malade. Le joueur... Alex, l'ère dans laquelle tu as joué au hockey, tu as joué avec les stars des stars, les Hall of Famers, tu compares avec aujourd'hui, c'est quoi la différence? Bien, la différence, les gars, c'est d'un, c'est l'entraînement. De deux, c'est l'évolution de tout ce qui entoure les joueurs de hockey. Tu sais, je regarde mes jeunes aujourd'hui. Moi, je me souviens d'avoir appris à patin, après avoir fait des toe drag, après avoir fait différentes affaires par moi-même. Aujourd'hui, c'est tous des entraîneurs spécialisés qui montrent ça aux jeunes, l'entraînement, la nutrition, les entraîneurs psychologiques. Tu sais, tu as tellement différentes ressources que les jeunes sont tellement meilleurs, mieux entraînés, plus préparés. Ils ont tellement d'outils que peut-être on n'avait pas dans le temps. Tu sais, je regarde, la plus belle exemple, c'est je suis arrivé dans la Ligue nationale, je pesais peut-être 170, 175 livres parce que, tu sais, mon entraînement n'était pas adepte de ce que j'avais besoin de faire pour être là, pour être à cette vitesse-là. Aujourd'hui, les jeunes arrivent dans la Ligue nationale puis c'est des machines, ils sont prêts, ils sont forts, ils sont préparés pour être là. Fait que l'évolution du sport est tellement beaucoup plus beau aujourd'hui. Tu sais, tu regardes chaque époque. Puis chaque joueur de leur époque, je crois qu'il sera encore le meilleur joueur aujourd'hui dans cette époque-là. Sauf que le jeu est tellement plus vite aujourd'hui qu'il l'était il y a 20 ans puis qu'il l'était il y a 40 ans. Fait que, tu sais, tu regardes des matchs de fin des années 90, quand j'ai commencé, début des années 2000, avec l'accrochage, avec les plus gros bodies aussi. Quand je suis rentré dans la Ligue, il y avait encore Max, un bagarreur dans chaque équipe. Un gars qui était au bout du banc pour être sûr qu'il y avait de la discipline. Ça a changé énormément, mais le hockey aujourd'hui continue d'évoluer, continue d'être plus vite, continue d'être meilleur. Puis il évolue du côté technique et tout ça, mais est-ce que tu trouves qu'on perd un peu l'aspect corps et âme? L'aspect corps et âme, moi, écoute,
J'ai jamais été un bagarreur, mais j'ai toujours... Non, mais je te parle les vétérans, là, la Joe Sakic qui vont jouer la cheville cassée puis que... Oui, ben, on des le perd PME un à cette heure, hein? On le perd un peu, puis tu sais, ça s'est perdu, les gars, par un petit peu aussi par le cap salarial, par l'argent qui est impliqué là-dedans, parce qu'aujourd'hui, c'est une business. Fait que chaque joueur est une petite business qui veut peut-être aller chercher le plus d'argent possible au cours de sa carrière. Fait qu'est-ce qu'il y a de la loyauté? Est-ce qu'il y a différentes choses? Fait que tu sais, le corps et âme du gars qui va jouer avec la cheville cassée, que peut-être qu'il ne jouera pas l'année d'après, ça va arriver de moins en moins. À moins d'être en finale de la Coupe Stanley, tu ne verras pas ça à Game 42 parce qu'ils jouent un match de rivalité canadien-nordique. Ça n'arrivera pas parce que les joueurs, ils veulent essayer de sécuriser le plus d'argent possible pour leur famille. Puis oui, ils adorent ça, mais il y a aussi un aspect business à ça qu'il faut que les gens comprennent. Marc, il l'avait dit. Si tu veux de la loyauté, jette-toi un chien. Il l'avait dit. Il a raison. Il a raison pareil. Mais j'ai une question, puis on le sait, tu coaches dans la Ligue américaine, puis on t'entend parler de tantôt, tu sais, les vedettes avec qui tu as joué, ta Coupe Stanley, tes années, tu as des saisons de 70 points, 80 points, c'est exceptionnel dans la Ligue nationale, mais tu as aussi un autre côté où à Montréal, ça n'a pas été comme tu voulais. À Tampa, peut-être aussi, ça n'a pas été comme tu voulais. Laquelle de ces années-là tu utilises ou qui t'aide le plus dans ton coaching aujourd'hui? Bien, tout. Puis, tu sais, pour moi, tu sais, je prends ça comme un atout pour moi de pouvoir rapprocher les jeunes puis d'être capable de leur parler de n'importe quelle situation. Parce que, tu sais, vous avez une... Puis, tu sais, Max, tu joues encore. Au cours d'une carrière, tu as des hauts, tu as des bas, tu as des bons moments, tu as des mauvais moments. Mais, tu sais, quand tu prends le temps de t'asseoir, que ce soit après la saison morte ou après ta carrière pour évaluer les situations dans lesquelles tu as eu au cours de ta carrière, bien, ces choses-là arrive à d'autres personnes que toi. Tu sais, dans le temps, quand tu es dans le moment, tu es tellement concentré sur toi-même et sur ton équipe que, tu sais, des fois, c'est difficile de voir la big picture, comme on dit, de se rendre compte de tout ce qui se passe. Ouais. Fait que là, quand tu prends le temps de voir ces situations-là, d'analyser ces choses-là, bien, pour moi, ça me donne des atouts d'approcher les jeunes joueurs. Tu sais, quand ils vivent certaines situations, tu sais, je vais donner un exemple. Tu n'as pas marqué pendant 15 matchs, puis tu es un joueur qui est supposé te produire. Ben, veux pas, tu sais, à Montréal, là, ou n'importe où, là, tu n'entends parler, tu sais, ça va arriver à l'aréna, puis ça va être marqué dans le rapport de notes qu'il donne à tous les journalistes que Guillaume Latendresse n'a pas marqué pendant 15 matchs. Fait que, tu sais, veux pas, c'est des situations que, comment tu fais pour t'en sortir? Parce que, quels atouts, quelles choses que tu as besoin, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Tu sais, on avait un jeune cet hiver que c'est arrivé. Puis, savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une vidéo, j'ai montré une vidéo de 8 ou 10 buts qu'il avait fait l'année d'avant. Puis c'est drôle, juste en regardant ces 8 ou 10 buts, son attitude a changé parce que tout d'un coup, il se trouvait bon. Ouais. Tout d'un coup, il se dit, je suis encore capable de faire ça. Bon, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Il a marqué le même soir. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a marqué, mais il se sentait bien parce que, vous le savez comme moi, on se l'est fait dire souvent, puis en tant que joueur, des fois, c'est difficile de croire ça. C'est que 80% de ce que tu as besoin de faire est mental. Puis si ton mental n'est pas là, c'est à 100% sûr que tu n'auras pas de succès. Fait que d'aider un joueur mentalement, les joueurs aujourd'hui, vous le savez, on en a parlé, ils font tellement de préparation puis ils ont tellement d'outils quand ils arrivent là. Mais le plus gros outil qu'ils ont besoin d'avoir en santé pour avoir du succès, c'est vraiment ce qu'ils ont entre les deux oreilles. La question qu'on se fait demander, Alex, ben pas la question. Ta bague de la coupe, es-tu pas loin? Non, malheureusement, elle n'est pas... Elle est loin? Elle n'est pas ici, j'ai peur qu'elle rouille. OK, bon, mais ceux qui posent la question. Alex, il comptait des histoires, il dit j'ai des frissons, mais pas ici, il fait trop chaud. Dernière question. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ta carrière? Ben, écoute, ce que je retiens le plus, là, vraiment, c'est comment j'ai été chanceux. Parce que pour moi, tu sais, tu as besoin de bon entraîneur quand tu es jeune. J'ai un entraîneur au niveau mineur qui m'a coaché ma première année atome, ma deuxième année bantam. Tu sais, c'est pas chaque petit gars qui va avoir, puis c'est un entraîneur qui a vraiment croyé en moi. Fait que ça a été une des choses qui m'a donné la chance. J'étais arrivé au niveau junior, j'ai eu un bon entraîneur, Clément Jaudoin, qui m'a aidé. Danny Grant, mon deuxième entraîneur, avait marqué 50 buts dans la Ligue nationale. Puis, tu sais, je me souviens encore du conseil qu'il m'avait dit.
Parce que, tu sais, junior, j'avais des belles habiletés, j'avais des bons skills, mais tu sais, j'utilisais pas mon patin, puis j'étais pas un bon patineur, tu sais. J'ai eu besoin de travailler très fort sur mon patin. Bon. Puis il me disait, tu sais, Danny Grant, il m'a dit, le meilleur conseil qu'il m'a donné, c'est au niveau junior, tu peux jouer à la game avec tes mains. Dans la Ligue nationale, il faut que tu joues la game avec tes pieds parce que tu as besoin de bouger. Tu sais, puis là, tu mets des choses là en perspective. Mais pour moi, c'est un rêve d'enfance. Puis vraiment, ce que je retiens, c'est comment choyer que j'ai été de faire ça. Tu sais, quel jeune qui rêve dans la rue de marquer au match numéro 7 un but dans la coupe, pour gagner la Coupe Stanley. Écoute, quand j'étais dans la rue, le but en prolongation, mais dans la vraie vie, je l'ai fait dans le match numéro 7 en deuxième période. Donc, ça va faire l'affaire. Hey, Alex, tout a changé un peu l'histoire parce qu'on rêvait tous d'être le scoreur de la finale de la Coupe Stanley, mais toi, c'est t'as chauffé Patrick Roy et Raymond Ouais, à la game de la finale de la Coupe Stanley, puis en plus, t'as scoré le but gagnant. C'est un autre niveau. Hein? Ça n'a pas de bon sens. La vedette. C'est la vedette. Ça, c'est la vedette, gars. C'est la vedette. C'est lui qui nous a tout appris, hein, Guillaume? Hey, mais à Montréal. Comme ton meilleur coach, parce que ça m'intéresse trop, ça, de savoir ton meilleur coach, c'est qui t'as eu, qui t'a marqué le plus. Tu sais, t'as eu des bons gars. J'ai eu des excellents entraîneurs, puis tu sais, j'ai été chanceux. J'ai eu des entraîneurs, écoute, 3 des entraîneurs écoute, faudrait que je passe plus de temps que ça. Bob Hartley, ça a été mon premier entraîneur dans la Ligue nationale. J'ai été vraiment chanceux parce que Bob, en arrière du banc, est vraiment sharp. Il a pris beaucoup de temps pour faire du vidéo avec moi. Puis tu sais, t'es un jeune junior qui arrive, qui court la rondelle un peu partout parce que tu vas avoir la rondelle sur ton bâton au lieu de penser défensivement. Tu sais, tu veux trouver une façon d'aller voler à la puck pour t'en aller de l'autre côté. Il a passé beaucoup de temps avec moi. Est-ce que Bob est un coach difficile? Absolument. Vraiment difficile. Puis il y a des histoires que je peux pas compter que Bob était tough avec moi, mais tu sais, c'est un excellent entraîneur. J'ai eu Joel Kenville à Colorado pendant 1 an. Puis, tu sais, Joel, durant le temps qu'il coachait à Colorado, tu sais, j'étais comme un petit peu choqué de certaines situations qui se passaient parce que l'année d'avant, j'avais une belle saison. Je jouais avec Joe puis Milan. Puis quand Joel est arrivé, il m'a mis tout de suite sur la 2e ligne. Puis il me faisait encore jouer sur l'avantage numérique avec Joe puis Milan, mais sur mon trio régulier, il m'avait mis avec Brett McLean et Yann Laperrière. Puis cette saison-là, tu sais, j'avais eu, si je ne me trompe pas, je pense que j'ai eu proche 77-78 points en 70-71 matchs. Puis ce qui était excellent parce que ce qu'il avait fait, c'est de puis Joel, il me l'a expliqué plus tard, il voulait avoir 2 trios offensifs, de me faire jouer avec 2 joueurs qui allaient travailler excessivement fort pour me donner la rondelle, pour me mettre dans la situation, le faire en sorte que je l'allais produire de la même manière que je l'aurais fait avec les 2 autres. Fait que, tu sais, c'est vraiment... j'ai été impressionné de des choses comme ça, de voir cette vision-là, parce que quand tu es joueur, tu sais, écoute, je veux pas être méchant, puis Yann, c'est mon ami, là, mais j'aime mieux jouer avec Joe Sakic puis Milan Leduc que Yann Laperrière. D'après moi, il est d'accord avec toi. Sauf que, tu sais, j'ai eu une excellente saison. Puis Yann, si je ne me trompe pas, il a marqué 23 ou 24 buts cette année-là. On a eu une belle connexion. J'ai adoré Tony Granato, qui est une personne extraordinaire. Il m'a donné beaucoup de confiance au cours de ma carrière. Il m'a donné beaucoup de liberté de faire, de liberté d'expression sur la glace, si on veut, de faire ce que je voulais faire, surtout en zone offensive. Et puis, Brent Sutter à Calgary, la famille Sutter, tu sais, après mon temps à Montréal puis à Tampa, j'avais besoin de me retrouver. Daryl, il était GM. Brent était l'entraîneur des Flames de Calgary. Puis avec Brent, tu sais, c'est des personnes qui sont directes. C'est blanc, c'est blanc. C'est noir, c'est noir. Mais j'ai adoré me faire... Parce que tu as fait 2 comebacks pareils. Tu es allé 2 fois Colorado, 2 fois les Flames. C'est fou en tabarouette. C'est comment, Alex, revenir, justement? Moi et Guillaume, on a rêvé de revenir avec le Canadien. C'est pas arrivé, mais toi, tu es revenu dans des organisations qui ont bien pris soin de toi. C'est quoi le feeling quand tu reviens la première journée? Bien, c'est différent. À Calgary, j'étais content parce que Calgary, tu sais, j'avais comme un petit peu demandé de sortir parce que Mike Keenan était là, puis on ne s'était pas donné. Puis pour une raison ou une autre, Mike ne me donnait pas beaucoup de temps de glace. Puis je voulais avoir, tu sais, je pensais que l'équipe, c'était pas fair pour l'équipe d'avoir un joueur qui payait comme ça ou qui avait dans leur équipe qui n'était pas utilisé à sa manière. Puis
Puis, fait qu'on on avait comme un petit peu décidé ensemble d'aller chacun de notre côté. Puis c'est là que j'avais été changé à Canadien. Mais quand j'étais revenu, j'étais content. Puis eux autres, ils avaient besoin de quelqu'un pour jouer avec Jerome. Et puis, je savais que j'étais capable de faire ça. J'ai pris un pay cut ma première année pour retourner là-bas parce que je voulais vraiment prouver que j'étais encore capable de jouer, j'étais encore capable de performer à un haut niveau. À Colorado, c'était un petit peu différent. Écoute, Patrick, c'est un ami. Tu sais, j'ai demeuré chez eux ma première année. Fait que ça a toujours resté comme une personne, comme un grand frère, si tu veux, que j'appelais de temps en temps. Puis on parlait de hockey toujours, mais on parlait d'un peu de n'importe quoi. Tu sais, puis on jouait au golf ensemble l'été une fois de temps en temps. Fait que quand Patrick était nommé coach, on était ici en Floride ensemble, les deux. Puis la journée qu'il s'est fait nommer entraîneur, on jouait justement c'était sûrement pour nous rappeler nos bons souvenirs de la Coupe Stanley. C'était Raymond et son fils contre moi et Patrick. Fait que on joue au golf, puis au 10e trou, Patrick s'en va avec son téléphone, puis il revient un trou plus tard. Il dit « Ouais, c'est fait, je suis l'entraîneur du Colorado. » Fait que j'ai dit à Patrick, j'ai dit « On va aller souper à soir pour célébrer ça. » Fait que le soir, on va souper pour célébrer ça. Puis au souper, Patrick, il me dit ouais, il dit peut-être qu'il dit on va faire. Il dit, j'ai besoin d'aller chercher une couple de bons vétérans. Il dit, j'aimerais ça que tu viennes, tu sais, d'être dans la chambre à Denver puis tout ça. J'ai dit Patrick, j'ai dit non. J'ai dit, je veux pas jouer pour toi. J'ai dit impossible. Fait que Patrick, tu sais, il laisse ça là, mais je le revois un autre. Puis ça, c'est l'année qu'il y avait une grosse inondation au centre-ville de Calgary. Fait que les Flames m'envoient des gilets de Patrick. 2 gilets de Patrick, puis 2 bâtons de hockey de Patrick pour faire une auction pour ramasser des fonds. Fait que je vais voir Patrick chez eux à Québec, puis je dis « Pat, tu peux-tu signer ça? Je vais renvoyer ça aux Flames. » Puis il dit « As-tu repensé de venir jouer avec nous autres? » J'ai dit « Non. » J'ai dit « Je réponds même pas à cette question-là. » J'ai dit « Parle-moi-en pas. » J'ai dit « C'est non. » Fait que, à peu près 2 jours plus tard, le téléphone sonne, puis c'était Jay Feaster. Fait que tout de suite, Jay Feaster, qui était le directeur gérant des Flames à ce moment-là. Tout de suite, je ferme le téléphone et j'appelle Patrick. J'ai dit, c'est vrai? Puis Patrick dit, ouais. Il dit, bienvenue au Colorado. Il est allé te chercher. Hein? J'adore ça. Drôle d'histoire. C'était carré. Alex, moi te le dire, je savais que ça allait être une bonne entrevue, mais là, à soir, tu m'as surpris. Tu m'as surpris. T'as les meilleures anecdotes, puis le chat, tout le monde l'a dit. T'es un gars tellement terre à terre, puis le monde il dit que ça devait tellement être le fun. On le veut à Montréal. On a vécu exactement ça avec Alex. On a été chanceux. Hey, Mathieu, Francis. C'est vous autres qui ont été choyés tout le matin, pareil. Vous me voyez tout nu dans le sauna. Hein, tout le matin, moi tout nu dans le sauna. Vous êtes choyés, les boys, pareil. OK, laissez faire. Bon, les deux, la poche bleue. Ouais. T'es certifié la poche bleue, Tanger. Ouais. Merci d'être venu, mon chum. C'est tellement beaucoup. Le fun de t'écouter parler. Puis on voit, c'est niaiseux, là, mais on se connaît comme joueur. Puis après ça, on se revoit comme entraîneur ou comme gars qui fait du hockey. Puis on voit l'évolution. Puis le gars qui est capable de faire le big picture de ce qu'on a vécu et de ce qu'on est capable de redonner par la suite. Puis j'aime vraiment ton thinking. Puis je te souhaite une opportunité dans la Ligue nationale parce que je pense que dans le fond, Alex, là, Guillaume, ce qu'il fait, c'est qu'il se tête une job comme coach dans la Ligue nationale. Je cherche un trainer, quelque chose, Tanger, je suis disponible. Mais il faut que je continue la poche bleue, par exemple. OK, good. Merci beaucoup, Alex, c'est super apprécié. Puis t'as pris un P4 pour aller à Calgary, mais avoir tes armoires en arrière, il n'était pas si pire que ça. Je suis content de vous avoir parlé, les boys. Attention à toi, bye. Salut, bon mon chum. Ciao.